« Papa, la bague de la serveuse est celle de la photo de maman ?» dit la fille au millionnaire. Il s'est figé. Le restaurant Le Cygne d'Argent scintillait sous les lustres de cristal en cette soirée de samedi. Les tables de chêne massif portaient des nappes immaculées, et le murmure feutré des conversations se mêlait au tintement délicat des couverts contre la porcelaine fine. L'odeur du vin rouge et de la sauce au beurre blanc flottait dans l'air tiède, créant cette atmosphère d'élégance discrète que François Delcourt appréciait tant. François observait sa fille cadette, Émilie, qui balançait ses petites jambes sous la table en dessinant au dos du menu. 6 ans à peine, des boucles châtains qui encadraient son visage rond, des yeux couleur miel pétillants de cette insouciance que seule l'enfance peut offrir. Elle crayonnait une maison avec un jardin, ajoutant des fleurs démesurées et un soleil souriant dans le coin supérieur droit. « Papa, regarde, j'ai fait notre maison. » François sourit, mais ce sourire ne monta pas jusqu'à ses yeux. Ses tempes grisonnantes et les rides profondes qui creusaient son front trahissaient ses 50 ans pesants. 50 ans dont 20 avaient été rongés par la douleur. Il caressa les cheveux de sa fille avec une tendresse mélancolique. Émilie était son seul réconfort, la seule lumière dans les décombres de sa vie. « Elle est magnifique, ma chérie. » Il détourna le regard vers la fenêtre. Au dehors, Lyon s'illuminait progressivement. Les réverbères dessinaient des halos dorés sur le pavé humide. François se perdit un instant dans ses pensées, comme cela lui arrivait trop souvent. Claire, son premier amour, morte d'un cancer il y a 20 ans, le laissant veuf à 30 ans avec une petite Camille de 2 ans. Puis, 2 années plus tard, la tragédie s'était répétée sous une autre forme, bien plus cruelle encore. Camille avait disparu du jardin de la propriété. 4 ans à peine. Volatilisé, le souvenir le frappa comme une gifle. La police, les enquêtes interminables, les détectives privés qui l'avaient payé une fortune, les récompenses mirobolantes offertes à quiconque ramènerait sa fille, rien, pas une trace, pas un indice solide, juste le vide, un vide qui avait failli le tuer. « Monsieur, vous avez choisi. » François sursauta légèrement. Une jeune femme se tenait près de leur table, carnet en main, un sourire professionnel mais las sur les lèvres. Elle devait avoir 22 ans tout au plus. Mince, peau claire, de longs cheveux châtains tirés en queue de cheval, mais ce furent ses yeux qui le frappèrent en premier, marron profond, portant cette tristesse particulière que seules les épreuves précoces gravent dans un regard. Son badge indiquait « Lucie », son uniforme noir et blanc, était impeccablement propre malgré le tissu visiblement usé. Elle travaillait ici depuis 3 mois. Avait-il entendu le maître d'hôtel mentionner lors d'une visite précédente, double shift pour payer ses études d'infirmière en cours du soir? Oui, je vais prendre le magret de canard, et pour ma fille, les pâtes à la carbonara. S'il vous plaît. Parfait. Et comme boisson, une carafe d'eau et un verre de Bordeaux pour moi. Lucie nota la commande en se penchant légèrement. La lumière du lustre au-dessus de leur table tomba alors directement sur sa main droite, et tout bascula. « Papa !» Le cri d'Émilie fendit l'air comme un coup de couteau. « Papa, cette bague, c'est la même que sur la photo de maman Claire. » Le sang de François se glaça instantanément. Ses yeux se rivèrent sur la main de Lucie, où resplendissait une bague en or blanc sertie d'un saphir bleu entouré de minuscules diamants. Une pièce unique, une pièce qu'il avait lui-même dessinée il y a 26 ans pour Claire. Son premier amour, sa première femme. Le temps sembla s'effondrer. Les bruits du restaurant s'estompèrent. François ne voyait plus que cette bague. Cette bague, celle que Claire avait portée jusqu'à sa mort. Celle qu'il avait ensuite transformée en pendentif sur une chaînette dorée pour que Camille garde un souvenir de sa mère. Celle que Camille portait autour du cou le jour où elle avait disparu. 20 ans. 20 putains d'années. Où avez-vous eu cette bague? Sa voix était sortie gutturale, presque menaçante. François se leva brusquement, renversant son verre de vin qui se fracassa sur le sol dans un bruit cristallin. Le liquide rouge se répandit sur le parquet comme du sang. Tous les clients se retournèrent. Le silence se fit. Lourd, embarrassé, Lucie recula d'un pas, protégeant instinctivement sa main contre sa poitrine. Ses yeux s'élargirent de peur. Je ne comprends pas, monsieur. Cette bague appartenait à ma mère. C'est tout ce qu'il me reste d'elle, je vous assure. Je n'ai rien fait de mal. Qui était votre mère? Les mots jaillirent comme des éclats de verre. Margot Lefebvre. Elle m'a élevée seule. Elle est morte d'une cirrhose il y a 3 ans. Margot Lefebvre.
Le nom explosa dans l'esprit de François comme une bombe. Margot Lefebvre, la gouvernante de la propriété Delcourt, celle qui avait disparu le jour exact où Camille s'était volatilisée, la principale suspecte de l'enlèvement, mais sans corps, sans preuve, sans piste, l'enquête s'était enlisée. François avait toujours su, au fond de son âme déchirée, que Margot avait pris sa fille. Quel âge avez-vous? Quand êtes-vous né? 22 ans, monsieur. Margot disait que j'étais née le 15 mars. Le 15 mars, l'anniversaire de Camille, les jambes de François flanchèrent. Il se rattrapa au bord de la table. Émilie, les yeux ronds, ne comprenait pas ce qui se passait mais sentait la tension électrique dans l'air. Vous vous appelez Lucie, mais votre vrai nom est Camille. Camille Delcourt. Vous êtes ma fille. Le restaurant plongea dans un silence sépulcral. Même les cuisines semblaient en s'être tues. Lucie secoua la tête, des larmes roulant déjà sur ses joues. Non, ce n'est pas possible. Margot m'aimait. Elle n'aurait jamais. Elle ne ferait pas ça. François sortit son téléphone d'une main tremblante. Il chercha fébrilement dans ses photos qu'il n'avait jamais pu se résoudre à effacer. Il les montra à Lucie, Camille bébé dans les bras de Claire mourante, Camille à 2 ans dans le jardin, riant aux éclats, Camille à 3 ans, tenant une poupée de porcelaine. La ressemblance était brutale, dévastatrice. Les mêmes yeux en amande, la même fossette au menton, la même forme du nez, jusqu'à cette façon de tordre la lèvre inférieure en pleurant. « S'il vous plaît, asseyez-vous, je vous en supplie. » Lucie s'effondra sur une chaise voisine. Incapable de tenir debout, le maître d'hôtel s'approcha, inquiet. Mais François leva une main pour le repousser. « Margot était notre gouvernante. Elle a disparu le jour où vous avez disparu. Faites un test ADN avec moi. Je vous en prie, vous devez savoir. » J'ai besoin de savoir. Les larmes de Lucie redoublèrent. Tout son corps tremblait. Margot était dure parfois, mais elle m'aimait. Elle a travaillé dans 3 emplois en même temps pour m'élever. Elle m'a tout donné. Comment aurait-elle pu? Le test. S'il vous plaît, juste le test. Le silence entre eux était insoutenable. Autour, les clients commençaient à murmurer. Certains sortèrent leur téléphone. Émilie grimpa sur les genoux de son père, serrant son cou de ses petits bras. « Papa, pourquoi tu pleures ?» François n'avait même pas réalisé qu'il pleurait. Les larmes brûlaient ses joues. 20 ans de douleur, d'espoir mort et enterré, remontaient d'un coup à la surface. Lucie finit par hocher la tête, presque imperceptiblement. « D'accord, je ferai le test. » François ferma les yeux. Un mélange d'espoir fou et de terreur absolue l'envahit. Et si c'était vraiment elle? Et si ce n'était pas elle? Il ne savait pas quelle option serait la plus supportable. Ils échangèrent leurs numéros dans un brouillard. Lucie quitta le restaurant en titubant, oubliant même de retirer son tablier. François resta assis, Émilie contre lui, incapable de bouger. Le maître d'hôtel s'approcha discrètement. « Monsieur Delcourt, tout va bien. Dois-je appeler quelqu'un ?» François ne répondit pas. Il fixait la porte par laquelle Lucie venait de disparaître. Dehors, sous le ciel étoilé de Lyon, 2 vies venaient de se fracasser l'une contre l'autre. Et rien, plus jamais, ne serait comme avant. Le trajet en taxi jusqu'à son appartement se passa dans un brouillard cotonneux. Lucie regardait défiler les rues de Lyon sans les voir vraiment, les néons des vitrines traçant des lignes floues à travers ses larmes. Ses mains tremblaient toujours. La bague, cette bague qu'elle portait depuis ses 18 ans, lui semblait soudain brûlante contre sa peau. Margot Lefebvre, sa mère, la seule mère qu'elle ait jamais connue, une kidnappeuse? Non, c'était impossible, absurde. Margot avait travaillé jusqu'à l'épuisement pour la nourrir, la vêtir, payer ses cahiers d'école, elle l'avait bordée chaque soir. Même les nuits où elle rentrait à minuit passé, épuisée de ses 3 boulots, elle lui avait appris à lasser ses chaussures, à faire du vélo, à ne jamais baisser la tête devant personne. Mais alors, pourquoi cette bague? Lucie ferma les yeux. Essayant de faire taire le vacarme dans sa tête, les images montrées par cet homme, François Delcourt, revenaient en boucle. Cette petite fille sur les photos, ses yeux, ce nez, cette fossette. Mon Dieu, le taxi s'arrêta devant son immeuble délabré du 3e arrondissement. Elle paya machinalement, grimpa les 4 étages en titubant. Son appartement de 20 mètres carrés lui parut soudain étranger. Les murs crème écaillés, le canapé-lit défoncé,
la kitchenette minuscule. Tout ce qu'elle avait construit, tout ce qu'elle était, semblait vaciller. Elle s'effondra sur le lit et pleura jusqu'à l'épuisement. De l'autre côté de la ville, François n'avait pas réussi à quitter le restaurant avant une bonne demi-heure. Le temps d'expliquer au maître d'hôtel, de calmer Émilie qui ne comprenait rien, mais sentait que quelque chose de grave s'était produit, de payer l'addition avec des mains qui ne cessèrent de trembler. Dans la voiture, sa fille s'était endormie sur le siège arrière, bercée par le ronronnement du moteur. François conduisait en pilote automatique, les yeux fixes sur la route mais l'esprit à des années-lumière. Camille, ma Camille, pouvait-elle vraiment être vivante après tout ce temps, après ces 20 années de cauchemars, de culpabilité dévorante, de nuits blanches à imaginer ce qu'elle avait subi, où elle était, si elle était encore en vie? Il secoua la tête. Non, il ne devait pas s'emballer. Il fallait attendre le test ADN. C'était peut-être juste une coïncidence cruelle. Peut-être que Margot avait trouvé ou volé la bague d'une autre manière. Peut-être que cette fille, Lucie, n'était qu'une orpheline que Margot avait recueillie par hasard. Mais au fond de lui, il savait. Il savait. Quand il arriva à la propriété Delcourt, Hélène l'attendait sur le perron, les bras croisés. Elle portait encore sa blouse médicale, signe qu'elle rentrait à peine de l'hôpital. Ses cheveux blonds étaient relevés en chignon strict, et son regard bleu perçant l'étudia avec cette acuité professionnelle qui ne la quittait jamais vraiment. « François, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as l'air... » Elle s'interrompit en voyant son visage. Il porta Émilie endormie à l'intérieur, la déposa dans son lit, puis redescendit au salon où Hélène l'attendait, 2 verres de cognac déjà servis. « Raconte-moi. » Alors il raconta. Tout, la bague, la ressemblance, Margot Lefebvre, la proposition du test ADN. Hélène écouta sans l'interrompre, son visage demeurant parfaitement impassible. Cette maîtrise qu'elle avait apprise en annonçant de mauvaises nouvelles à des familles. Quand il eut terminé, elle but une longue gorgée de cognac. « Et si c'est vraiment elle, si c'est Camille? Je ne sais pas. J'ai peur, Hélène. J'ai peur qu'elle me déteste. J'ai peur de ce que Margot lui a raconté sur moi. J'ai peur qu'elle refuse de me connaître. » Hélène posa une main sur la sienne. « Alors tu l'accepteras. Tu respecteras son rythme. Tu ne peux pas forcer 20 ans de retrouvailles, François. » Il hocha la tête, mais ses yeux restaient imperdus. « Je croyais avoir fait mon deuil. Je croyais avoir accepté qu'elle était morte. Et maintenant, tu espères à nouveau. Et ça fait un mal de chien. » Il la regarda, reconnaissant. Hélène l'avait sauvée. Il y a 4 ans, elle l'avait trouvée en miettes et avait patiemment recollé les morceaux. Émilie était née de cette reconstruction. Et voilà que tout menaçait de s'effondrer à nouveau. « Et toi ?» demanda-t-il soudain. « Comment tu te sens ?» Hélène eut un petit sourire triste. « Honnêtement, j'ai peur aussi, peur que tu disparaisses dans ce passé. Mais si cette fille est vraiment ta Camille, alors elle a le droit de te retrouver. Et j'ai le devoir de t'aider. » Il l'embrassa doucement. Ils restèrent enlacés un long moment, silencieux, tandis que la pendule du salon égrenait les secondes d'une nuit interminable. Le lendemain matin, François appela Lucie. Elle décrocha à la 4e sonnerie, la voix rauque. « Allô, c'est François Delcourt, je voulais savoir comment vous alliez. » Un long silence. « Je n'ai pas dormi. J'ai appelé mon travail pour dire que j'étais malade. Je n'arrive pas à penser à autre chose. Moi non plus. Écoutez, je peux organiser le test ADN dès aujourd'hui si vous êtes d'accord. J'ai contacté un laboratoire privé. C'est rapide, indolore, et nous aurons les résultats dans 3 jours maximum. 3 jours, 72 heures entre l'espoir et le désespoir. D'accord, où et quand? Je peux passer vous chercher dans 1 heure si ça vous convient. Non, donnez-moi l'adresse. J'y vais seule. » François comprit. Elle avait besoin de contrôle, de garder une distance. Il lui envoya les coordonnées par SMS. 2 heures plus tard, ils se retrouvèrent dans une clinique privée du 6e arrondissement. Tout était aseptisé, silencieux, feutré. Une infirmière leur fit un prélèvement buccal à chacun. Un simple frottis de l'intérieur de la joue. Lucie et François se tenaient à 3 mètres l'un de l'autre, incapables de se regarder vraiment. Quand ce fut terminé, l'infirmière glissa les échantillons dans des tubes stériles. Les résultats seront disponibles dans 3 jours ouvrés. Nous vous contacterons par téléphone et par email. 3 jours, dans le hall. Lucie se tourna enfin vers François. Si c'est vrai,
Si je suis vraiment cette Camille, ça change quoi pour moi? François sentit sa gorge se nouer. Ça change tout et rien. Vous êtes devenu qui vous êtes. Personne ne peut vous enlever ça. Mais vous auriez une famille, un père, une petite sœur, une histoire. J'avais une mère. Margot était ma mère. Je sais. Et si elle était encore vivante, je la tuerais de mes propres mains pour ce qu'elle a fait. Mais elle vous a élevé. Je ne peux pas ignorer ça. Lucie essuya rageusement une larme. Je ne sais même plus qui je suis. Alors laissez-moi vous aider à le découvrir. S'il vous plaît. Elle ne répondit pas. Elle sortit de la clinique sans se retourner, laissant François seul dans le hall immaculé, le cœur battant à tout rompre. Les 3 jours qui suivirent furent les plus longs de leur vie à tous les deux. François ne pouvait plus travailler. Il tournait en rond dans la propriété, ressortait d'anciennes photos, relisait les rapports de police jaunis. Hélène tentait de le distraire, mais rien n'y faisait. Émilie, avec cette intuition propre aux enfants, restait collée à lui tenant la main, dessinant des cœurs sur des feuilles qu'elle glissait dans ses poches. Lucie, de son côté, s'était enfermée dans son appartement. Elle n'allait plus en cours, ne répondait pas aux messages de ses colocataires. Elle observait la bague pendant des heures, se repassant en boucle chaque souvenir de Margot, les remarques étranges. Parfois, les cauchemars de Margot, son alcoolisme qui avait empiré d'année en année, sa manière de la serrer trop fort certains soirs en murmurant « Pardon, pardon, pardon », tout prenait sens, et c'était insupportable. Le 3e jour, le téléphone de François sonna à 14 heures précises. « Monsieur Delcourt, laboratoire Genotest, vos résultats sont disponibles. Pouvez-vous passer les récupérer ? Tout de suite. J'arrive tout de suite. » Il appela Lucie. Elle décrocha immédiatement. « Les résultats sont prêts. » Un silence. « J'y vais maintenant. »« Moi aussi. » Ils raccrochèrent. 30 minutes plus tard, ils se tenaient face à face dans le bureau du médecin-chef du laboratoire, un homme âgé, lunettes sur le bout du nez, tenant une enveloppe scellée. « Vous êtes sûr de vouloir connaître les résultats ensemble ?» François regarda Lucie. Elle hocha la tête, les mâchoires serrées. « Oui. » Le médecin ouvrit l'enveloppe avec une lenteur insoutenable. Il ajusta ses lunettes, parcourut le document, puis leva les yeux vers eux. Le test de paternité révèle une compatibilité génétique de 99,9%. Monsieur Delcourt, cette jeune femme est bien votre fille biologique ? Le monde s'arrêta de tourner. François laissa échapper un sanglot étranglé, portant une main à sa bouche. 20 ans de douleur, d'espoir mort, de nuits sans sommeil, et elle était là, vivante, devant lui. Camille, Lucie, Camille, reculait déjà, secouant la tête violemment. Non, 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 non. Elle vacilla, ses yeux se révulsèrent, et elle s'effondra. François avait rattrapé Lucie avant qu'elle ne heurte le sol. Le médecin se précipita, appelant une infirmière. Ils l'allongèrent sur le canapé du bureau, lui soulevèrent les jambes. Son pouls était rapide mais régulier. Choc émotionnel, diagnostiqua le médecin. Rien de grave physiquement, mais il recommandait une surveillance. Quand Lucie reprit conscience quelques minutes plus tard, la première chose qu'elle vit fut le visage de François penché au-dessus d'elle, les yeux rouges et gonflés. « Ne me touchez pas ». Sa voix était un murmure brisé, mais l'ordre était clair. François recula immédiatement, les mains levées en signe d'apaisement. « Je suis désolée, je suis tellement désolée ». Lucie se redressa lentement. Refusant l'aide qu'on lui proposait, elle resta assise, les coudes sur les genoux, la tête dans les mains. Son corps entier tremblait. 22 ans. J'ai vécu 22 ans dans un mensonge. Vous n'avez rien fait de mal, intervint doucement le médecin. Vous êtes une victime. Elle éclata d'un rire sans joie. Une victime qui aimait sa ravisseuse. Une victime qui a pleuré pendant des mois quand cette femme est morte. Une victime qui porte encore sa bague comme un trésor. François s'accroupit à distance respectueuse. Lucie, Camille, je ne sais même pas comment vous appeler, mais vous avez le droit de ressentir tout ce que vous ressentez. La colère, la confusion, le chagrin, tout ça est légitime. Vous ne comprenez pas. Margot était tout pour moi. Tout. Elle m'a appris à lire, à écrire, à me défendre. Elle a travaillé jusqu'à l'épuisement pour que je ne manque de rien. Et maintenant vous me dites que c'était une menteuse, une criminelle. C'était les deux. Elle vous a volé.
Mais elle vous a aussi aimé. Les deux choses sont vraies. Lucie le regarda enfin, les yeux brillants de larmes et de rage. Et vous, qui êtes-vous pour moi? Un étranger avec un test ADN? François accusa le coup. C'était exactement ce qu'il craignait. Je suis votre père, mais je ne vous connais pas, et je veux apprendre, si vous m'en laissez la chance. Lucie se leva brusquement. J'ai besoin d'être seule. Elle quitta le cabinet en titubant. François voulut la suivre, mais le médecin le retint. Laissez-lui du temps. C'est un traumatisme identitaire majeur. Elle a besoin d'espace pour traiter ça. François resta planté là, impuissant, regardant la porte par laquelle sa fille venait de disparaître une seconde fois. Les 3 jours suivants furent un enfer pour tous les deux. Lucie ne sortit plus de son appartement. Ses colocataires, 2 étudiantes en médecine, frappaient à sa porte, s'inquiétaient, mais elle ne répondait pas. Elle restait recroquevillée dans son lit, fixant le plafond, incapable de manger ou de dormir plus de quelques heures d'affilée. Chaque souvenir de Margot était devenu un poison. Les gestes tendres se transformaient en manipulation. Les sacrifices devenaient des preuves de culpabilité. Comment Margot avait-elle pu la regarder dans les yeux chaque jour en sachant ce qu'elle avait fait? Comment avait-elle pu célébrer ses anniversaires, l'aborder le soir, l'embrasser, alors qu'elle avait arraché Lucie à sa vraie famille? Mais en même temps, comment pouvait-elle haïr la seule mère qu'elle ait jamais connue? Margot l'avait nourrie quand elle avait faim, soignée quand elle était malade, encouragée quand elle doutait. C'était Margot qui l'avait poussée à faire des études, qui croyait en elle. Lucie se haïssait elle-même de ne pas pouvoir simplement détester Margot. Son téléphone vibrait constamment. François l'appelait 2 fois par jour, envoyait des messages courts, respectueux. « Comment allez-vous? Je suis là si vous avez besoin. Pas de pression. Prenez votre temps. » Elle ne répondait jamais. Le 3e jour, elle retira la bague de saphir. Ses mains tremblaient tellement qu'elle dut s'y reprendre à 3 fois, quand le bijou quitta finalement son doigt. Elle le jeta violemment à travers la pièce. Il rebondit contre le mur et roula sous le radiateur. Puis elle s'effondra en sanglots, de son côté. François ne valait guère mieux. Il avait appelé son assistant pour annuler tous ses rendez-vous de la semaine. Impossible de se concentrer sur quoi que ce soit. Il passait ses journées à faire les 100 pas dans la propriété, à ressortir d'anciens albums photos, à regarder des vidéos de Camille's enfants sur son ordinateur. Hélène tentait de maintenir une apparence de normalité pour Émilie, mais la petite sentait que quelque chose n'allait pas. Elle posait des questions auxquelles personne ne savait répondre. « Papa, pourquoi tu es triste? Papa va bien, ma chérie. Non, tu pleures la nuit, je t'entends. » François la serrait contre lui, incapable de trouver les mots. Le soir du 2e jour, Hélène le trouva dans l'ancien bureau de Camille, une pièce que personne n'avait touchée depuis 20 ans. Il tenait une poupée de porcelana, celle que Camille appelait Madeleine. « François, j'ai raté 20 ans de sa vie, Hélène. 20 ans. Ses premiers mots, sa première dent qui tombe, son premier chagrin d'amour, son bac, tout. J'ai tout raté. » Hélène s'assit à côté de lui. « Tu n'as pas raté. On te les a volés. Ce n'est pas pareil. Et si elle ne veut jamais me connaître, si je l'ai retrouvée juste pour la perdre à nouveau, alors tu respecteras son choix. Mais je ne crois pas que ça arrive. Elle a besoin de temps. C'est tout. » François hocha la tête, mais le doute rongeait chaque fibre de son être. Cette nuit-là, il rêva de Camille enfant courant dans le jardin, riant aux éclats, puis se transformant en Lucie adulte, qui le regardait avec des yeux vides et lui disait « Je ne vous connais pas ». Il se réveilla en sueur, le cœur battant à tout rompre. Le matin du 4e jour, François décida de passer à l'action. Il ne pouvait plus rester dans cette attente paralysante. Il devait au moins essayer. Il composa le numéro de Lucie. Comme d'habitude, elle ne décrocha pas. Alors il laissa un message vocal, la voix tremblante. « Lucie, Camille, je ne sais pas comment vous appeler et je ne veux pas vous imposer quoi que ce soit. Mais je voulais vous dire que j'ai des photos, des vidéos, des lettres que votre mère, que Claire avait écrites pour vous avant de mourir, des choses qui vous appartiennent. Si vous voulez les voir, je peux vous les apporter, ou vous pouvez venir ici, ou je peux les laisser quelque part, pour que vous les récupériez sans me voir. C'est vous qui décidez, mais ces souvenirs sont à vous. Ils vous ont toujours appartenu. » Il raccrocha, les mains moites. 2 heures passèrent, puis 4, puis 6. Rien.
François commençait à perdre tout espoir quand son téléphone vibra enfin. Un message de Lucie. « Je ne suis pas prête à vous voir, mais je veux voir ces photos. Pouvez-vous les déposer chez moi demain matin ?» François sentit son cœur bondir. « Bien sûr, donnez-moi votre adresse. » Elle lui envoya les coordonnées. Un immeuble du 3e arrondissement. Un quartier populaire, loin du luxe de la propriété Delcourt, François passa la soirée à rassembler tout ce qu'il pouvait. Albums photos, vidéos copiées sur des clés USB, lettres de Claire soigneusement conservées dans une boîte en bois, le doudou de Camille enfant, ses premiers dessins, son bracelet de naissance. Hélène l'observait en silence, émue malgré elle. « Tu es un bon père, François ? Je ne sais pas, mais j'essaie. » Le lendemain matin à 9h, François se gara devant l'immeuble délabré. La peinture de la façade s'écaillait. Les boîtes aux lettres étaient recouvertes de graffitis. Il monta les 4 étages avec son carton rempli de souvenirs. Devant la porte du petit appartement, il hésita. Il avait envie de frapper, de la voir. Ne serait-ce qu'une seconde. Mais il avait promis. Il déposa le carton devant la porte et redescendit rapidement, dans sa voiture. Il envoya un message. « C'est devant votre porte. Prenez votre temps. » 5 minutes plus tard, depuis sa voiture garée en bas, il vit une silhouette apparaître à la fenêtre du 4e étage. Lucie. Elle regardait dehors, scrutant la rue. Leurs regards se croisèrent une fraction de seconde. Puis elle disparut. François démarra. Il avait fait ce qu'il pouvait. Le reste ne dépendait plus de lui. Dans son appartement, Lucie fixait le carton comme s'il contenait une bombe. Ses mains tremblaient quand elle souleva le couvercle. La première chose qu'elle vit fut une photo. Une femme magnifique aux longs cheveux bruns, tenant un bébé dans ses bras. La femme souriait, malgré la pâleur de son visage, malgré les cernes profonds sous ses yeux. Au dos de la photo, une écriture soignée, Claire et Camille, 3 mois, octobre 2002. Lucie porta la photo à son cœur et, pour la première fois depuis 4 jours, elle pleura non pas de rage ou de confusion, mais de chagrin pur. Chagrin pour cette femme qu'elle n'avait jamais connue, chagrin pour cet homme qui avait tout perdu, et chagrin pour cette petite fille qu'elle avait été, arrachée à tout ce qu'elle aimait. Elle passa le reste de la journée plongée dans ses souvenirs d'une vie qu'elle ne se rappelait pas avoir vécue, et quelque chose, lentement, commença à se fissurer en elle. 3 jours après avoir reçu le carton, Lucie envoya un message à François, court, direct, tremblant d'hésitation. « Je peux venir voir la maison. » François avait répondu en moins d'1 minute. « Quand vous voulez. Aujourd'hui, demain. Vous décidez. Demain. 14h. Seul. Entendu. Je vous envoie l'adresse. » Le lendemain, Lucie prit 3 bus pour traverser Lyon jusqu'au quartier huppé de Fourvière. Elle aurait pu prendre un taxi, mais elle avait besoin de ce temps. De ces trajets interminables pour se préparer mentalement à ce qu'elle allait affronter, la propriété Delcourt se dressait au bout d'une allée bordée de platanes centenaires, une grille en fer forgé, un portail automatique, une allée de gravier menant à une demeure bourgeoise du 19e siècle, pierre blonde, volets bleus, glycines grimpant sur la façade, un jardin parfaitement entretenu s'étendait sur près d'1 hectare. Lucie resta figée devant le portail, incapable d'appuyer sur l'interphone. Ce n'était pas son monde. Ça ne l'avait jamais été. Elle appartenait aux immeubles délabrés, aux appartements exigus, aux fins de mois difficiles. Pas à ça. Pourtant, si François disait vrai, c'était ici qu'elle avait vécu ses 4 premières années. Ici qu'elle avait fait ses premiers pas, dit ses premiers mots. Elle appuya sur le bouton. « Oui », fit la voix de François dans l'interphone. « C'est moi ». Le portail s'ouvrit immédiatement. François l'attendait sur le perron, les mains dans les poches, visiblement aussi nerveux qu'elle. Il avait vieilli de 10 ans en 1 semaine. Ses traits étaient tirés, ses yeux cernés, mais quand il la vit, quelque chose s'illumina dans son regard. « Merci d'être venue. » Lucie hocha la tête sans répondre. Elle franchit le seuil, et c'est là que ça commença. Une odeur, subtile, presque imperceptible. Un mélange de cire d'abeille, de vieux bois, et de quelque chose d'autre qu'elle ne parvenait pas à identifier, mais cette odeur réveilla quelque chose en elle. Une sensation, pas un souvenir précis, mais une impression de déjà-vu troublante. « Ça va ?» demanda François en remarquant sa pâleur. « Je ne sais pas. » Il la guida à travers le hall d'entrée. Marbre au sol, escalier en bois sombre, lustre ancien,
Tout respirait l'élégance discrète, le patrimoine familial, l'argent qui se transmet de génération en génération. Ils passèrent devant plusieurs pièces, le salon, la bibliothèque, la salle à manger, et chaque fois, Lucie ressentait cette même sensation étrange, comme si son corps se souvenait de ce que son esprit avait oublié. François s'arrêta devant une porte fermée au premier étage. « C'était votre chambre, je ne l'ai jamais touchée. Personne n'y entre depuis ce jour-là. » Il ouvrit la porte. Lucie eut le souffle coupé. La pièce était figée dans le temps. Un lit à barreaux avec des draps à motifs de nuages, des étagères remplies de livres d'enfants, une commode blanche ornée d'autocollants de princesse, un tapis moelleux avec un grand soleil au centre, des jouets soigneusement rangés dans des caisses en osier, et au milieu du lit, une poupée de porcelaine aux cheveux bouclés et à la robe bleue. Lucie avança comme dans un rêve. Sa main se tendit vers la poupée. Quand ses doigts touchèrent la porcelaine froide, un mot jaillit de sa bouche, instinctif, venu de nulle part. « Madeleine ». François porta une main à sa bouche, les larmes montant immédiatement. « Vous vous souvenez ?» Lucie secoua la tête, confuse. « Non, je ne sais pas, Pourquoi j'ai dit ça ? Parce que c'était son nom. Vous l'aviez baptisée Madeleine. Vous l'emmeniez partout avec vous. Vous refusiez de dormir sans elle. » Lucie serra la poupée contre elle. Et soudain, ce ne fut plus une étrangère dans une maison inconnue. C'était une petite fille retrouvant un morceau d'elle-même qu'on lui avait arraché. Elle s'effondra sur le lit, sanglotant sans retenue. François hésita, puis s'assit au bord du matelas, gardant une distance respectueuse. « Je suis désolée. Je suis tellement désolée de ne pas vous avoir protégée. Ce n'était pas votre faute, » murmura-t-elle entre deux sanglots. « Si, j'étais votre père. C'était mon travail de vous garder en sécurité. Et j'ai échoué. » Lucie leva les yeux vers lui. Pour la première fois, elle vit au-delà de l'étranger. Elle vit un homme brisé par 20 ans de culpabilité, un père qui n'avait jamais cessé de chercher, qui avait gardé cette chambre intacte pendant 2 décennies parce qu'il refusait d'abandonner l'espoir. « Margot, elle ne m'a jamais maltraitée. Jamais. Elle était dure, stricte, mais elle m'aimait. Je veux que vous le sachiez. » François hocha la tête, la mâchoire serrée. « Je sais. Et ça rend tout encore plus compliqué, n'est-ce pas ? » « Oui. » Ils restèrent assis en silence pendant de longues minutes. Puis François se leva. « Venez. Il y a autre chose que je veux vous montrer. » Il la conduisit dans une autre pièce, plus grande, manifestement la chambre principale. Sur la commode trônaient des dizaines de cadres photos. François en prit un et le tendit à Lucie, une femme magnifique aux cheveux bruns cascadant sur ses épaules, au sourire éclatant malgré la maladie visible dans son regard. Elle tenait un bébé emmailloté dans une couverture rose. « Votre mère, Claire. Cette photo a été prise 3 jours avant qu'elle ne meure. Elle vous tenait dans ses bras et elle vous chantait des berceuses. Elle savait qu'elle ne vous verrait pas grandir. Alors elle a écrit des lettres, une pour chaque anniversaire jusqu'à vos 18 ans. Elle voulait que vous sachiez combien elle vous aimait. » Lucie regarda fixement la photo, cherchant en elle un souvenir, une connexion. Mais il n'y avait rien. Cette femme était une étrangère. Belle, aimante sans doute, mais étrangère. Je ne me souviens pas d'elle. Vous n'aviez que 2 ans quand elle est morte. C'est normal. Et pourtant, j'étais censée être sa fille. Et la vôtre, et maintenant je ne sais plus qui je suis. Suis-je Lucie Lefebvre, la fille de Margot, ou Camille Delcourt, la fille de Claire et François? Comment je peux être les deux? François posa doucement la photo. Vous êtes les deux. Lucie est celle que vous êtes devenue. Camille est celle que vous étiez. Les deux font partie de vous. Personne ne peut vous enlever ces 22 ans avec Margot. Mais personne ne peut non plus vous enlever ces 4 premières années ici. Alors qui suis-je vraiment? Vous êtes ma fille. Et ça, personne ne pourra jamais le changer. Lucie sentit quelque chose céder en elle. Les défenses qu'elle avait érigées pendant 1 semaine s'effondrèrent d'un coup. Elle se tourna vers François et, pour la première fois, elle le regarda vraiment, pas comme un étranger, pas comme une menace, mais comme ce qu'il était, son père. « J'ai peur », murmura-t-elle. « Moi aussi, je ne sais pas comment faire ça. Je ne sais pas comment être votre fille. On apprendra ensemble. » Un jour à la fois, à cet instant, la porte s'ouvrit doucement. Une petite fille aux boucles châtain passa la tête dans l'embrasure, les yeux écarquillés de curiosité. « Papa ?» François sourit malgré ses larmes. «
Émilie, ma chérie, viens, je veux te présenter quelqu'un. Émilie entra timidement, serrant contre elle un lapin en peluche râpée. Elle regarda Lucie avec cette franchise désarmante propre aux enfants. « C'est toi, Camille ?» Lucie sentit son cœur se serrer. Ce surnom, ce diminutif qu'elle n'avait jamais porté mais qui lui appartenait pourtant. « Oui, je suppose que oui. » Émilie s'approcha et lui prit la main avec cette confiance naturelle que seuls les enfants possèdent. « Papa dit que tu es ma grande sœur, c'est vrai. » Lucie regarda François, puis cette petite fille qui la fixait avec tant d'espoir, et quelque chose en elle se brisa définitivement. Elle s'agenouilla pour être à la hauteur d'Émilie. « Oui, je crois que c'est vrai. » Émilie sourit, révélant une dent de lait manquante. « Cool, j'ai toujours voulu une grande sœur. Tu veux voir ma chambre? J'ai des Legos et des livres et un aquarium avec des poissons rouges. » Lucie ne put s'empêcher de rire à travers ses larmes. « Oui, j'aimerais beaucoup voir ça. » Émilie l'attrapa par la main et l'entraîna hors de la pièce en babillant joyeusement. François les regarda partir, une main sur le cœur, submergé par une émotion si intense qu'il crut défaillir. 20 ans d'enfer, 20 ans de culpabilité, de douleur, de vide. Et maintenant, sa fille était là, vivante, fragile, perdue, blessée, mais là, ce soir-là, Lucie accepta de rester dîner. Hélène prépara un repas simple, rien d'ostentatoire, juste des pâtes et une salade autour de la table. La conversation fut maladroite, ponctuée de silences gênés, mais Émilie comblait les vides avec son bavardage incessant, racontant ses aventures à l'école, montrant ses dessins, posant 1000 questions à sa nouvelle grande sœur. Quand vint l'heure de partir, François raccompagna Lucie jusqu'au portail. « Vous pouvez revenir quand vous voulez, cette maison est la vôtre. » Lucie hésita, puis hocha la tête. « Merci, pour tout. Pour avoir attendu, pour avoir respecté mon rythme. C'est normal. Vous avez vécu un traumatisme. Je ne veux pas en ajouter un autre. » Elle s'apprêta à partir, puis se retourna. « Monsieur Delcourt, François, s'il vous plaît. François, je ne sais pas si je pourrai un jour vous appeler papa. Ça me semble tellement étrange. Je comprends. Prenez votre temps. Je serai là, peu importe le temps que ça prendra. » Lucie hocha la tête et disparut dans la nuit lyonnaise. François resta longtemps devant le portail, regardant la rue déserte, le cœur gonflé d'un espoir fragile mais réel. Sa fille était revenue, et même si le chemin serait long, semé d'embûches, de rechutes et de douleurs, ils avaient fait le premier pas. Ensemble, les semaines qui suivirent furent une montagne russe émotionnelle pour Lucie. Sur recommandation d'Hélène, elle avait accepté de consulter une psychologue spécialisée dans les traumatismes identitaires. 3 fois par semaine, elle s'asseyait dans un cabinet lumineux du 5e arrondissement et tentait de démêler les chevaux de sa vie. « Comment vous sentez-vous aujourd'hui, Lucie ?» demandait systématiquement la docteure Blanchard, une femme d'une 50aine d'années au regard bienveillant. « Je ne sais pas. Certains jours, je me sens coupable. D'autres jours, en colère. Parfois les deux en même temps. D'un coupable de quoi ? D'avoir aimé Margot, de ne pas la détester suffisamment, de la trahir maintenant en acceptant François dans ma vie. » La docteure Blanchard prenait des notes sans jamais juger. « Vous savez, Lucie, l'amour n'est pas un jeu à somme nulle. Aimer François ne signifie pas trahir Margot. Et reconnaître que Margot a commis un crime terrible ne vous oblige pas à effacer 22 ans de souvenirs. Mais comment je peux aimer quelqu'un qui m'a kidnappée, qui a détruit la vie de François, qui m'a volé ma vraie famille? Parce que cette personne vous a aussi nourri, protégé, élevé. Les êtres humains sont complexes. Margot était à la fois une criminelle et une mère aimante. Ces deux réalités peuvent coexister, même si c'est inconfortable. » Lucie essuyait ses larmes rageusement. « Je voudrais juste que ce soit simple, blanc ou noir, bien ou mal. Mais la vie n'est jamais simple, n'est-ce pas ? » Non, la vie n'était définitivement pas simple, François. De son côté, respectait scrupuleusement les limites que Lucie établissait. Il ne l'appelait qu'une fois par semaine, toujours à la même heure, toujours avec la même question. « Comment allez-vous » Il envoyait des messages courts, jamais intrusifs. Il proposait des visites, mais n'insistait jamais. C'est Hélène qui, paradoxalement, devint la vraie confidente de Lucie. Elles avaient commencé à se voir pour un café tous les mardis après-midi, dans un petit bistrot du quartier de Lucie. Hélène ne parlait jamais de François, sauf si Lucie abordait le sujet. Elle posait des questions sur les études,
Sur le travail, sur la vie quotidienne, elle écoutait sans juger quand Lucie évoquait Margot. « Vous ne me détestez pas ?» demanda un jour Lucie, « pour avoir aimé la femme qui a détruit votre mari. » Hélène but une gorgée de café, réfléchissant soigneusement. « Je ne vous déteste pas. Vous étiez une enfant, une victime. Et puis, Margot ne m'a rien volé personnellement. Elle a volé François. Oui. Mais moi, je l'ai rencontré après. Mon rôle n'est pas de juger le passé, mais d'aider à construire le présent. Vous êtes quelqu'un de bien. » Hélène sourit tristement. « Je suis pragmatique, et je sais que si je veux garder mon mari sain d'esprit, je dois l'aider à reconstruire cette relation avec vous, même si ça me fait peur parfois. Peur de quoi ? Peur qu'il disparaisse dans ce passé, qu'il vous donne tout, et qu'il ne reste plus rien pour Émilie et moi. » C'était la première fois qu'Hélène montrait une faille. Lucie en fut touchée. « Je ne veux prendre la place de personne. Je veux juste comprendre qui je suis. Je sais, et c'est pour ça que je vous aide. » Émilie, elle, n'avait aucune de ces complications d'adulte. Pour elle, Lucie était simplement Camille, sa grande sœur apparue comme par magie. Elle dessinait des portraits maladroits de leur famille, avec 4 personnages souriants sous un soleil jaune. Elle écrivait des lettres en pâte de mouche que François transmettait religieusement à Lucie. « Chère Camille, aujourd'hui à l'école on a fait de la pâte à sel. J'ai fait un cœur pour toi. Papa dit que je peux te le donner la prochaine fois. J'espère que tu viendras bientôt. Je t'aime, Émilie. » Ces lettres brisaient quelque chose en Lucie à chaque fois. Cette innocence, cette acceptation inconditionnelle. C'était à la fois merveilleux et terrifiant. Un mois après la première visite à la propriété, François proposa quelque chose de différent. « Je voudrais vous montrer quelque chose. Pas à la maison, ailleurs. Où ? Au cimetière de Loyasse. C'est là que Claire est enterrée. Je pensais que vous aimeriez peut-être la rencontrer. D'une certaine manière. » Lucie hésita longuement avant d'accepter. Le samedi suivant, ils se retrouvèrent à l'entrée du cimetière historique de Lyon. François portait un bouquet de lys blanc. Ils marchèrent en silence à travers les allées bordées de tombes anciennes, sous les branches des cyprès qui filtraient de la lumière d'automne. La tombe de Claire était simple, une pierre grise avec son nom, ses dates, et une épitaphe, « Mère aimante, partie trop tôt, à jamais dans nos cœurs. » François déposa les fleurs et recula. « Je vous laisse seule avec elle. Prenez votre temps. » Lucie resta plantée devant la tombe, ne sachant que dire ni que penser, comment parler à une morte qu'elle n'avait jamais connue, comment pleurer une mère dont elle ne gardait aucun souvenir. Elle finit par s'asseoir sur l'herbe humide. « Bonjour Claire, je ne sais pas comment t'appeler. »« Maman, ça me semble étrange. Je n'ai jamais appelé personne comme ça sauf Margot. Et même avec elle, c'était rare. Elle préférait que je l'appelle par son prénom. » Le vent fit bruisser les feuilles. Un corbeau croassa au loin. « François m'a dit que tu m'aimais, que tu as écrit des lettres pour moi avant de mourir. Je ne les ai pas encore lues. J'ai peur de ce qu'elles contiennent. J'ai peur de t'aimer et de me sentir encore plus coupable d'avoir aimé Margot. » Les larmes montèrent sans prévenir. « Je voudrais te dire que tu me manques, mais ce serait un mensonge. On ne peut pas manquer de quelqu'un qu'on n'a jamais connu, mais je peux pleurer ce que j'aurais dû avoir. Une mère, une vraie vie, une famille normale. » Elle s'essuya les yeux rageusement. « François dit que je te ressemble, que j'ai tes yeux, ta manière de sourire. Je ne sais pas si c'est vrai. Je ne sais même pas à quoi je ressemble vraiment. Pendant 22 ans, j'étais Lucie. Maintenant, tout le monde veut que je sois Camille, mais je ne sais pas comment être Camille. » Elle resta assise là une bonne demi-heure, parlant à cette pierre froide, vidant son cœur de toutes les contradictions qui l'étouffaient. Quand elle rejoignit finalement François près de l'entrée, elle avait les yeux rouges, mais quelque chose dans sa posture avait changé. « Asmo, ça va ?» demanda-t-il doucement. « Je crois que oui. Merci de m'avoir amené ici, sur le chemin du retour. » François prit son courage à 2 mains. « Les lettres de Claire, vous n'êtes pas obligé de les lire tout de suite, ou même jamais, si c'est trop dur. Mais si vous voulez, je peux vous les donner. » Lucie regarda par la fenêtre de la voiture, les rues de Lyon défiler. « Pas encore, mais bientôt, je vous le promets. » Les semaines continuèrent de s'écouler. Lucie venait maintenant dîner à la propriété 1 fois par semaine. Les conversations restaient maladroites, pleines de silences gênés et de sujets soigneusement évités. Mais ils essayaient, un soir, alors qu'Émilie était montée se coucher, Lucie resta seule avec François dans le salon.
C'était la première fois qu'ils se retrouvaient vraiment en tête-à-tête depuis le résultat du test ADN. « Je peux vous poser une question ?» demanda Lucie. « Bien sûr, tout ce que vous voulez. Pourquoi vous ne m'en voulez pas ?» François fronça les sourcils, surpris. « Vous en vouloir? De quoi? D'avoir aimé Margot, d'hésiter encore maintenant, de ne pas vous appeler papa, de ne pas être cette Camille que vous avez perdue. » François prit le temps de réfléchir avant de répondre. « Parce que vous n'avez rien fait de mal. Vous étiez une enfant de 4 ans. On vous a arraché à votre famille. On vous a menti pendant 22 ans. Et malgré tout ça, vous avez survécu. Vous êtes devenu quelqu'un de bien, de fort, de débrouillard. Je n'ai aucun droit de vous en vouloir. Au contraire, je suis fière de vous, fière de moi. Mais vous ne me connaissez même pas. Je commence à vous connaître. Et ce que je découvre me plaît. Vous travaillez dur pour payer vos études. Vous refusez mon argent par fierté, même si ça vous rendrait la vie plus facile. Vous êtes gentille avec Émilie alors que vous pourriez la détester par jalousie. Vous essayez de comprendre alors que vous auriez tous les droits de fuir. Oui, je suis fière de vous. » Lucie sentit sa gorge se serrer. Personne ne lui avait jamais dit ça. Margot ne croyait pas aux compliments. Elle disait que le travail était sa propre récompense. « Merci », murmura-t-elle. François hésita, puis tendit la main par-dessus la table. Lucie la regarda longuement avant de la prendre. Ce contact fut bref, maladroit, mais réel. Un premier pas vers quelque chose qui ressemblait, peut-être, à une relation père-fille. Cette nuit-là, en rentrant chez elle, Lucie ressortit le carton que François lui avait donné des semaines auparavant. Au fond, soigneusement rangées dans une boîte en bois gravé, se trouvaient les lettres de Claire. 18 enveloppes, une pour chaque anniversaire jusqu'à ses 18 ans. Lucie en prit une au hasard, celle marquée pour tes 10 ans. Elle l'ouvrit avec des mains tremblantes et commença à lire. « Ma chérie, ma Camille, si tu lis ceci, c'est que tu as 10 ans. Je t'imagine grande, avec de longues jambes et peut-être déjà plus maligne que ton père. J'aurais tant aimé te voir grandir. » Lucie lut jusqu'au bout, les larmes coulant librement, puis elle en ouvrit une deuxième, puis une troisième. Elle passa la nuit entière à lire ces lettres d'une morte, découvrant l'amour d'une mère qu'elle n'avait jamais connue, et pour la première fois depuis des semaines, elle ne se sentit pas déchirée entre deux identités. Elle était simplement elle-même. Lucie, Camille, les deux, tout ça à la fois. 2 mois après le test ADN, François proposa quelque chose que Lucie redoutait et désirait à la fois. « J'aimerais que vous veniez passer une journée entière à la propriété, pas juste pour dîner, pour explorer, revisiter, voir si quelque chose d'autre vous revient en mémoire. » Lucie accepta, malgré l'angoisse qui lui nouait le ventre. Le samedi matin, François vint la chercher en voiture. Le trajet fut silencieux mais moins tendu qu'avant. Ils avaient appris à cohabiter avec les silences, à ne plus les remplir de mots inutiles. Quand ils arrivèrent à la propriété, Hélène les attendait avec du café et des viennoiseries fraîches. Émilie dormait encore, trop tôt pour un samedi selon ses standards d'enfant de 6 ans. « Prenez votre temps, » dit Hélène en servant le café. « Explorez comme vous voulez. François et moi serons là si vous avez besoin. » Lucie but son café rapidement, comme pour se donner du courage, puis se leva. « Je peux y aller seule, pour commencer. »« Bien sûr, » répondit François. « Toutes les pièces sont ouvertes. Allez où vous voulez. » Lucie monta l'escalier lentement, sa main glissant sur la rampe de bois poli. Chaque marche craquait légèrement sous son poids. Au premier étage, elle hésita. Plusieurs portes, plusieurs choix, plusieurs vies possibles derrière chacune d'elles. Elle en ouvrit une au hasard. Une salle de bain, carrelage ancien, baignoire sur pied, miroir ovale, rien de particulier, aucune sensation. Elle referma et passa à la suivante. Un bureau, bibliothèque remplie de livres juridiques et économiques, un grand bureau en acajou, des diplômes encadrés au mur, le bureau de François, manifestement. Elle referma rapidement, se sentant intruse. Troisième porte, dès qu'elle l'ouvrit, l'air se chargea d'électricité. Cette chambre, elle la connaissait, pas consciemment, mais viscéralement. Son corps se souvenait de ce que son esprit avait oublié. Le lit à barreaux, la commode blanche, les autocollants de princesse décolorés par le temps, le tapis avec le soleil, et Madeleine, la poupée de porcelaine, toujours assise au milieu du lit comme une gardienne silencieuse. Lucie entra et referma la porte derrière elle.
Elle avait besoin d'être seule dans cet espace. Elle s'assit par terre, dos contre le lit, et ferma les yeux. Souviens-toi. Essaie de te souvenir. Des fragments, des éclats, pas des images claires, plutôt des sensations. Une voix féminine chantant une berceuse, des mains douces tressant ses cheveux, l'odeur de vanille et de savon, le rire d'un homme, François, qui la faisait tourner dans ses bras. Puis, rien, le vide, comme si quelqu'un avait effacé une partie du disque dur de sa mémoire. Elle rouvrit les yeux, frustrée. Pourquoi ne se souvenait-elle de rien de précis? Pourquoi son cerveau refusait-il de lui restituer ses 4 premières années? C'est normal, tu sais. Lucie sursauta. Hélène se tenait dans l'embrasure de la porte, un sourire d'excuse sur les lèvres. Désolée, je ne voulais pas te faire peur. Je voulais juste m'assurer que tu allais bien. Je ne me souviens de rien. Enfin, pas vraiment. Juste des impressions vagues, des odeurs, des sons, mais aucune image claire. Hélène s'assit à côté d'elle sur le tapis. C'est tout à fait normal. Tu avais 4 ans, les souvenirs de la petite enfance sont souvent fragmentaires. Et ton cerveau a peut-être supprimé certains souvenirs traumatiques, comme mécanisme de défense. Traumatique, vous voulez dire. Le kidnapping. Oui, même si tu étais trop jeune pour comprendre vraiment ce qui se passait, ton corps et ton subconscient ont enregistré le traumatisme. Parfois, l'amnésie est une protection. Lucie appuya sa tête contre le lit. J'aurais aimé me souvenir, pour François, pour qu'il sache que je n'ai pas tout oublié de lui. Il ne t'en veut pas, tu sais. Il comprend, je sais. Mais moi, je m'en veux. Elles restèrent assises en silence pendant quelques minutes. Puis, Hélène se leva et tendit la main à Lucie. « Viens, il y a un autre endroit que tu devrais voir. » Hélène la conduisit au rez-de-chaussée, traversa le salon et ouvrit une porte-fenêtre donnant sur le jardin. Un jardin magnifique, parfaitement entretenu, pelouse verte, massif de fleurs, arbres centenaires, et au fond, un grand chêne, avec une balançoire suspendue à l'une de ses branches. « C'est là que ça s'est passé, » dit doucement Hélène. « C'est ici que Margot t'a prise. » Lucie sentit son sang se glacer. Le jardin qui lui avait semblé si paisible un instant plus tôt devint soudain sinistre. Elle avança lentement, comme hypnotisée, jusqu'à la balançoire. Elle s'assit dessus, les chaînes rouillées grinçant légèrement, et là, quelque chose se déclencha. Un flash, bref mais intense. Elle était sur cette balançoire, quelqu'un la poussait, elle riait, puis une voix féminine, douce mais ferme. « Viens, ma chérie, on va faire une surprise à papa. » Des mains qui la prenaient, qui la soulevaient, une confusion. Pourquoi on l'emmenait loin de la maison? Où était papa? Lucie descendit brusquement de la balançoire, le souffle court. « Ça va ?» demanda Hélène, inquiète. Je crois que je me suis souvenue de quelque chose. Margot, elle m'a dit qu'on allait faire une surprise à papa. Je ne comprenais pas. J'ai pensé qu'on allait acheter un cadeau, ou quelque chose comme ça. » Hélène posa une main réconfortante sur son épaule. « Tu étais une enfant. Tu lui faisais confiance. Elle m'a manipulée. Elle a utilisé ma confiance pour me voler. Oui, c'est exactement ce qu'elle a fait. » Lucie se laissa tomber à genoux sur la pelouse, submergée par un mélange de rage et de chagrin. Comment pouvait-elle encore aimer une femme capable de ça? Comment pouvait-elle pleurer Margot en sachant ce qu'elle avait fait? François sortit de la maison en courant, alerté par Hélène. Il s'agenouilla près de Lucie, mais ne la toucha pas, respectant son espace. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis souvenue du jour où elle m'a prise. Pas tout, mais un fragment. François ferma les yeux, la douleur inscrite sur chaque trait de son visage. Je suis désolée. Je n'aurais pas dû vous amener ici. Non, j'avais besoin de voir. J'avais besoin de savoir. Ils restèrent tous les 3 dans le jardin, silencieux, jusqu'à ce qu'Émilie les appelle depuis la maison pour le déjeuner. L'après-midi, François proposa quelque chose d'inattendu. « J'ai engagé des détectives privés. Ils vont fouiller l'ancienne maison de Margot, celle où vous avez grandi. Je veux comprendre. Je veux savoir pourquoi elle a fait ça. » Lucie sentit son estomac se nouer. « Vous pensez trouver quoi? Je ne sais pas. Des documents, peut-être. Un journal intime. Quelque chose qui explique son geste. Et si vous ne trouvez rien, alors on vivra avec les questions sans réponse. » 3 jours plus tard, les détectives appelèrent. Ils avaient trouvé quelque chose. François et Lucie se rendirent ensemble dans le petit appartement délabré du 8e arrondissement,
où Margot avait vécu ces dernières années, l'endroit empestait l'humidité et le renfermait. Les meubles étaient vieux, usés, mais propres. Margot avait été pauvre, mais fière. Le détective, un homme bedonnant aux lunettes épaisses, les conduisit dans la chambre. On a inspecté chaque recoin, et puis on a remarqué que certaines lames du parquet sonnaient creux. Il souleva 3 planches, révélant une cavité. À l'intérieur, une boîte en fer rouillée. François l'ouvrit avec des mains tremblantes. À l'intérieur, des photos de Lucie enfant. Dizaines et dizaines de photos. Lucie à 5 ans, à 7 ans, à 10 ans, à 15 ans. Toute une vie documentée en secret. Et en dessous, un cahier à spirale, usé, corné, rempli d'une écriture serrée et parfois tremblante. Le journal intime de Margot. François le tendit à Lucie. « C'est à vous de décider si vous voulez le lire. » Lucie regarda le cahier comme s'il était radioactif. Ce journal contenait les réponses qu'elle cherchait. Mais était-elle prête à les connaître? Elle prit le cahier et l'ouvrit à la première page. 15 avril 2003. Je l'ai fait. J'ai pris la petite. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Lucie continua à lire, page après page, pendant que François attendait en silence. Le journal racontait tout. L'obsession de Margot pour François, après la mort de Claire. La jalousie maladive envers Camille, qui accaparait toute son attention. Le plan soigneusement élaboré. L'exécution. La fuite. Puis, les années suivantes, la terreur constante d'être découverte. Mais aussi, graduellement, un amour qui grandissait pour l'enfant. Un amour sincère, complexe, coupable. Les dernières pages étaient datées de quelques semaines avant la mort de Margot. L'écriture était à peine lisible, tracée par une main rendue tremblante par l'alcool. Lucie a 22 ans aujourd'hui. Elle est devenue une jeune femme magnifique, intelligente, forte, meilleure que moi. J'ai détruit des vies pour la voir, et maintenant je meurs en sachant que je vais la laisser seule. Je suis un monstre, mais je l'aime. Mon Dieu, pardonne-moi, mais je l'aime, Camille. Si tu lis ceci un jour, sache que je suis désolée. Désolée de t'avoir volé. Désolée de t'avoir menti. Mais pas désolée de t'avoir aimé. Tu as été la seule chose bonne que mon cœur pourri a produite. Lucie referma le cahier, les larmes coulant silencieusement sur ses joues. François la regardait, impuissant. Qu'est-ce que vous ressentez? Tout. Je ressens tout à la fois. Elle serra le journal contre sa poitrine. Je peux le garder. Bien sûr, il vous appartient. Ils quittèrent l'appartement de Margot pour ne jamais y revenir. Dans la voiture, Lucie regardait défiler les rues de Lyon, le journal sur ses genoux. François, c'était la première fois qu'elle l'appelait par son prénom sans hésiter. Oui, merci, pour avoir cherché, pour avoir voulu comprendre. C'était important. Pour vous, pour nous. Elle hocha la tête, et pour la première fois depuis des semaines, elle se sentit un peu plus entière, pas guérie, pas complète. Mais en chemin, Lucie passa les 3 jours suivants enfermée dans son appartement, incapable de lâcher le journal. Elle le lisait et le relisait, alternant entre rage, incompréhension et une tristesse abyssale. Chaque page était une déchirure supplémentaire dans le tissu déjà fragilisé de son identité. Les premières entrées étaient celles d'une femme au bord du gouffre. Margot décrivait sa fascination obsessionnelle pour François. Cette attirance qu'elle avait désespérément tenté de réprimer pendant des années, après la mort de Claire, elle avait cru avoir une chance. Mais François ne la voyait pas. Il ne voyait que Camille, sa fille, son unique raison de continuer à vivre. 23 septembre 2002, il l'a emmenée au parc aujourd'hui. Il la tenait par la main et riait à ses bêtises. Il ne m'a même pas regardé quand je lui ai proposé mon aide. Pour lui, je suis invisible, transparente, juste la gouvernante. Rien de plus. 12 janvier 2003. Je la déteste. Je déteste cette petite fille qui a volé mon François. Elle n'a rien fait pour mériter son amour. Elle est juste née. Et moi, j'ai travaillé pour lui pendant des années. Je l'ai soutenu quand Claire est morte. J'ai été là quand il s'effondrait. Mais ça ne compte pas. Rien ne compte. Lucie sentait la nausée monter en lisant ces lignes venimeuses, dirigées contre une enfant de 4 ans. Contre elle. Comment une haine pareille avait-elle pu se transformer en amour? La réponse vint dans les pages suivantes. Après l'enlèvement, Margot décrivait les premiers jours de terreur absolue. Elle avait emmené Camille loin de Lyon, dans un village perdu des Alpes,
où elle avait loué un petit chalet sous un faux nom. 27 avril 2003. Elle pleure tout le temps. Elle réclame son papa. Elle ne comprend pas pourquoi on ne rentre pas à la maison. J'ai voulu lui expliquer que c'était un jeu, une aventure. Mais elle ne me croit pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? 3 mai 2003. Elle a arrêté de pleurer. Maintenant, elle me regarde avec ses grands yeux perdus et ne dit plus rien. C'est pire. Les larmes, au moins, c'était vivant. Ce silence est mort. 15 mai 2003. Elle a souri aujourd'hui. Je lui ai fait des crêpes et elle a souri. C'est la première fois depuis 3 semaines. Mon cœur s'est serré. Pas de culpabilité cette fois, mais quelque chose d'autre. Quelque chose de dangereux. Lucie tourna les pages, fascinée et horrifiée. Elle voyait Margot basculer lentement de la culpabilité vers l'attachement. Les entrées devenaient moins centrées sur François, plus focalisées sur l'enfant. 2 août 2003. Camille a dit « Maman » aujourd'hui, pas à moi. Elle parlait d'une photo, mais elle a dit « Maman » et j'ai pleuré pendant 1 heure. Je lui vole sa mère, je lui vole sa vie, mais je ne peux pas la rendre maintenant. Il me mettrait en prison et elle se retrouverait seule. 14 octobre 2003. On a déménagé à Lyon. Nouvelle identité, nouveaux papiers. Elle s'appelle Lucie maintenant. Lucie Lefebvre. Elle est ma fille. Légalement, c'est faux. Mais dans mon cœur, elle commence à l'être vraiment. Les années défilaient. Margot racontait les difficultés financières, les 3 emplois simultanés, l'épuisement, mais aussi les joies, le premier jour d'école de Lucie, ses bonnes notes, ses rêves de devenir infirmière. 12 mars 2015. Lucie a 12 ans aujourd'hui. Elle grandit si vite. Elle me ressemble de moins en moins et ressemble de plus en plus à lui, ses yeux, ce sourire. Des fois, je la regarde et je vois François. Ça me déchire, pas parce que je l'aime encore lui. Cet amour est mort depuis longtemps, mais parce que je sais qu'elle n'est pas vraiment à moi. Elle ne l'a jamais été. Lucie dut s'arrêter, submergée. Elle serra le journal contre elle, incapable de continuer. Comment pouvait-elle haïr cette femme qui avait travaillé jusqu'à l'épuisement pour la nourrir? Comment pouvait-elle lui pardonner d'avoir détruit sa famille? Elle appela François, pour la première fois. C'était elle qui prenait l'initiative. « Allô, c'est moi, j'ai lu le journal, tout le journal. » Un silence lourd. Et c'est pire que tout ce que j'imaginais. Et en même temps, je comprends mieux. Vous voulez en parler? Oui, mais pas au téléphone, je peux venir. Maintenant, 1 heure plus tard, Lucie était assise dans le salon de la propriété Delcourt, le journal posé sur la table basse entre elle et François. Hélène leur avait servi du thé avant de se retirer discrètement, sentant qu'ils avaient besoin d'intimité. « Elle m'aimait », dit Lucie d'une voix blanche. Vraiment, ce n'était pas une manipulation au début, peut-être, mais avec le temps, elle m'aimait vraiment. François regardait le journal comme s'il contenait un serpent venimeux. Ça ne change rien à ce qu'elle a fait. Non, mais ça change tout pour moi, parce que je l'aimais aussi, et maintenant je sais que cet amour n'était pas stupide ou naïf, il était réciproque, même si tout était basé sur un mensonge. François se pencha en avant, les coudes sur les genoux. « Lucie, vous avez le droit d'aimer Margot. Je ne vous en veux pas. Je vous en voudrais si vous aviez participé à l'enlèvement. Mais vous étiez une enfant, une victime. Elle écrit sur vous, dans les premières pages, sur son obsession, c'est perturbant. Je sais, les enquêteurs me l'avaient dit à l'époque. Ils pensaient qu'elle était amoureuse de moi, mais je ne l'avais jamais remarqué. Pour moi, c'était juste la gouvernante, gentille, efficace, mais rien de plus. Elle vous haïssait pour ça. Elle me haïssait. Moi, pour avoir votre amour sans rien faire. » François secoua la tête, accablé. Si j'avais été plus attentif, si j'avais remarqué les signes. Non, ne faites pas ça. Vous n'êtes pas responsable de ses actes. Elle a fait un choix monstrueux. Ils restèrent silencieux un moment, puis Lucie ouvrit le journal à la dernière page et l'attendit à François. « Lisez ça, s'il vous plaît. » François prit le cahier avec hésitation. Ses yeux parcoururent les dernières lignes tremblantes. « Je meurs. Le médecin dit que mon foie est foutu. L'alcool, évidemment. J'ai essayé d'arrêter tant de fois.
Mais la culpabilité me brûle de l'intérieur chaque jour. Lucie ne sait rien. Elle croit que je suis juste malade. Elle est si gentille avec moi. Elle me soigne, me fait à manger, me lit des histoires pour me distraire. Exactement comme je le faisais pour elle quand elle était petite. Je devrais lui dire la vérité avant de mourir. Elle mérite de savoir. Mais je suis lâche. J'ai toujours été lâche. Alors je vais mourir en gardant ce secret. Et elle ne saura jamais que j'étais un monstre déguisé en mère. François, si tu lis ceci un jour, sache que je suis désolée. Désolée de t'avoir volé ta fille. Désolée de t'avoir fait souffrir. Mais sache aussi que je l'ai aimée de tout mon cœur tordu. Je l'ai protégée, nourrie, élevée du mieux que je pouvais. Elle est devenue quelqu'un de bien, pas grâce à moi, mais malgré moi, Camille, ma Lucie, mon bébé volé. Pardonne-moi, tu as été la seule chose bonne de ma vie pourrie. Je t'aime, et je suis désolée. François referma le journal, les yeux brillants de larmes qu'il refusait de laisser couler. Elle savait qu'elle mourrait. Elle aurait pu vous le dire, vous rendre à moi. Mais elle ne l'a pas fait. Non, elle était trop lâche, ou trop égoïste, ou les deux. Lucie récupéra le journal et le serra contre elle. Mais elle m'aimait, et je peux vivre avec ça. Je peux vivre en sachant que la femme qui m'a kidnappée m'a aussi aimée sincèrement. François la regarda intensément. Et moi, vous pouvez vivre en m'acceptant dans votre vie. Lucie soutint son regard. Pour la première fois, elle ne détourna pas les yeux. Je ne sais pas encore, mais j'essaie. C'est déjà ça, non ? Oui, c'est déjà énorme. À cet instant, Émilie dévala l'escalier en pyjama, son lapin en peluche sous le bras. Camille, tu es là. Papa a dit que tu reviendrais bientôt, mais je savais pas que c'était ce soir. Elle se jeta dans les bras de Lucie avec cette spontanéité enfantine qui brisait toutes les barrières. Lucie la serra contre elle, sentant quelque chose se défaire dans sa poitrine. « Salut, petite sœur. Tu restes dormir. S'il te plaît, dis oui. On peut regarder un film et manger du popcorn et je te montrerai ma collection de cailloux. » Lucie regarda François, qui haussa les épaules avec un sourire timide. « C'est vous qui décidez. » Lucie caressa les cheveux d'Émilie. « D'accord, je reste ce soir. » Émilie poussa un cri de joie qui résonna dans toute la maison. Hélène apparut depuis la cuisine, souriante. « Je vais préparer la chambre d'Amy. »« Non, » dit soudainement Lucie. « La chambre de Camille. Je veux dormir dans la chambre de Camille. » François écarquilla les yeux, surpris. Hélène hocha la tête avec douceur. « Bien sûr, je m'en occupe. » Cette nuit-là, Lucie s'allongea dans le lit de son enfance. Madeleine la poupée serrée contre elle. Elle regarda le plafond, ce même plafond que la petite Camille avait regardé des milliers de fois 20 ans plus tôt, et pour la première fois depuis des mois, elle ne se sentit pas déchirée entre deux identités. Elle était Lucie, la fille de Margot, elle était Camille, la fille de François, et Claire. Elle était les deux, elle était elle-même, et c'était suffisant. 1 an s'était écoulé depuis la révélation. 1 an de thérapie intensive, de dîners maladroits qui devenaient progressivement moins tendus, de messages quotidiens avec François, de soirées pyjama avec Émilie. 1 an à reconstruire une identité fracturée. Lucie avait repris ses études d'infirmière. Elle continuait à travailler au restaurant, refusant obstinément l'aide financière de François, malgré ses propositions répétées. Elle avait besoin de cette indépendance, de cette preuve qu'elle était capable de se construire elle-même. Mais quelque chose manquait. Une fermeture, une résolution. Le 3 novembre marquait l'anniversaire de la mort de Margot. 4 ans déjà, les 3 premières années, Lucie s'était rendue seule au cimetière de la Guillotière, déposant des fleurs bon marché, pleurant devant une pierre tombale modeste. Cette année était différente. Cette année, elle savait la vérité. Elle n'avait pas prévu d'y aller. Elle avait même dit à François qu'elle ne se sentait pas prête. Mais le matin du 3 novembre, elle se réveilla avec une certitude absolue. Elle devait y aller. Elle devait confronter cette tombe une dernière fois, pas comme Lucie la fille aimante, mais comme Camille la fille volée. Elle envoya un message à François. « Je vais au cimetière aujourd'hui, seule. J'ai besoin de faire ça. » La réponse arriva immédiatement. « Je comprends. Je suis là si tu as besoin. Plus de vouvoiement. » Cela avait changé progressivement au cours des derniers mois. François respectait toujours ses limites. Mais les barrières s'abaissaient lentement. Le cimetière de la Guillotière était désert en cette matinée grise de novembre. Un crachin froid tombait, transformant les allées en chemins boueux. Lucie marcha jusqu'à la tombe de Margot,
Située dans la section la moins chère, loin des mausolées de marbre, Margot Lefebvre, 1962-2021, repose en paix, aucune mention de mère aimante, aucune épitaphe sentimentale, juste son nom et ses dates. Lucie avait organisé ses funérailles seule, avec ses maigres économies. Personne d'autre n'était venu. Margot n'avait pas d'amis, pas de famille connue, juste elle. Lucie s'agenouilla dans la boue, indifférente à son jean qui se trempait. Elle n'avait pas apporté de fleurs cette fois, juste sa rage. Pourquoi ? Sa voix était rauque, brisée. Pourquoi tu as fait ça ? Pourquoi tu m'as arraché à ma famille ? Pourquoi tu m'as menti pendant 22 ans ? Pourquoi tu m'as laissé t'aimer alors que tu savais ce que tu avais fait ? Elle frappait le sol de ses poings, éclaboussant la boue. J'ai lu ton journal, j'ai tout lu, ton obsession pour lui, ta jalousie de moi, ton plan, tout. Les larmes coulaient maintenant. Se mélangeant à la pluie, tu m'as volé. Tu as volé mon enfance. Tu as détruit un homme qui ne t'avait rien fait. Tu as brisé une famille entière pour satisfaire ton égoïsme malade. Elle s'effondra complètement, sanglotant dans la boue froide. Et le pire, c'est que je t'aime toujours. Je te déteste de toutes mes forces, mais je t'aime quand même. Parce que tu m'as bercée quand j'avais des cauchemars. Parce que tu as travaillé jusqu'à l'épuisement pour que je ne manque de rien. Parce que tu as été là à chaque moment important de ma vie, même si tu m'avais volé cette vie. Sa voix montait, hystérique. Comment je peux vivre avec ça, Margot ? Comment je peux aimer à la fois la femme qui m'a élevée et haïr la femme qui m'a kidnappée quand c'est la même personne ? Un bruit de pas derrière elle. Lucie se retourna brusquement. François se tenait là, trempé par la pluie, les mains dans les poches de son manteau. Il avait dû la suivre discrètement, inquiet. Je t'avais dit que je voulais être seule. Je sais, mais je ne pouvais pas te laisser seule avec ça. Pas aujourd'hui. Lucie voulut protester, mais les mots moururent dans sa gorge. François s'avança et s'agenouilla à côté d'elle dans la boue, fixant la pierre tombale. Margot Lefebvre, dit-il d'une voix étonnamment calme. La femme qui a détruit ma vie, la femme qui m'a volé 20 ans avec ma fille. Il marqua une pause. Et aussi, la femme qui a gardé ma fille en vie, qui l'a nourrie, protégée, élevée, quand j'ai échoué à le faire. Lucie le regarda, stupéfaite. Tu ne la détestes pas. Oh, je la déteste, de tout mon être. Chaque fois que je pense à elle, je veux hurler. Mais je sais aussi que si elle t'avait abandonnée quelque part, tu serais peut-être morte. Ou pire. Alors oui, je la déteste. Mais je lui suis aussi reconnaissant. Et ça me rend malade. Je croyais être la seule à ressentir ça. Non, tu n'es pas seule. François prit une profonde inspiration. Margot, je ne te pardonnerai jamais ce que tu as fait, mais je reconnais que tu l'as aimé, à ta manière tordue. Malade, criminel, tu l'as aimé. Et pour ça, je te dis merci, même si ça me brûle la gorge de le dire. Lucie sentit quelque chose céder en elle. Les dernières barrières, les derniers murs qu'elle avait érigés pour se protéger. Elle se tourna vers François. « J'ai failli me tuer il y a 2 semaines. » François se figea, le sang quittant son visage. « Quoi ? J'ai acheté des médicaments. J'ai écrit une lettre. J'étais prête, parce que je ne savais plus qui j'étais, parce que chaque fois que je choisissais Lucie, je trahissais Camille, et chaque fois que je choisissais Camille, je trahissais Margot, je ne voyais pas d'issue. » François la saisit par les épaules, les mains tremblantes. « Pourquoi tu ne m'as rien dit ? Pourquoi tu ne m'as pas appelé ? Parce que j'avais peur que tu penses que j'étais faible, que tu regrettes de m'avoir retrouvée. Jamais, tu m'entends ? Jamais je ne regretterai de t'avoir retrouvée. Tu es ma fille, et peu importe le temps que ça prendra, peu importe les détours, je serai là, toujours. » Lucie éclata en sanglots, se laissant enfin aller contre lui. François la serra dans ses bras, pleurant lui aussi, tandis que la pluie continuait de tomber sur le cimetière désert. « Je suis désolé, » murmura-t-il. « Désolé de ne pas t'avoir protégée quand tu étais petite. Désolé de ne pas avoir vu que tu souffrais maintenant. J'ai échoué 2 fois. Non, tu n'as pas échoué. Tu es là maintenant. C'est tout ce qui compte. » Ils restèrent enlacés longtemps, 2 êtres brisés s'accrochant l'un à l'autre au-dessus d'une tombe qui symbolisait tout leur chagrin. Puis, une voix claire déchira le silence. « Ta papa, Camille !» Ils se retournèrent,
Émilie courait vers eux à travers les allées du cimetière, Hélène essayant de la rattraper, un parapluie à la main. « Émilie, attends, ne cours pas !» Mais la petite fille ne l'écoutait pas. Elle se jeta entre son père et sa sœur, les serrant de ses petits bras. « Pourquoi vous êtes tout mouillé? Pourquoi vous pleurez? Vous êtes fâché contre la dame du tombeau. » Lucie ne put s'empêcher de rire à travers ses larmes. Cette innocence brutale, cette capacité enfantine à simplifier l'insupportable. « Ah non, ma puce, on n'est pas fâché, on est juste triste. Pourquoi? Parce que cette dame, elle a fait des choses méchantes, mais elle a aussi fait des choses gentilles. Et c'est compliqué pour les grands de comprendre ça. » Émilie fronça les sourcils. Réfléchissant intensément, maman Hélène dit que les gens peuvent être méchants et gentils en même temps. Elle dit que c'est ça être humain. Hélène arriva enfin, essoufflée, et se figea en voyant la scène. François, Lucie et Émilie agenouillés dans la boue devant la tombe de Margot. « Je suis désolée, » dit-elle doucement. Émilie a insisté pour venir quand elle a compris où tu allais. Elle voulait être avec sa grande sœur. Lucie regarda cette petite fille, qu'il avait acceptée sans question, sans jugement, avec cet amour simple et inconditionnel que seuls les enfants savent offrir. Émilie, tu veux m'aider à faire quelque chose? Quoi? Lucie sortit le journal de Margot de son sac. Ce journal qu'elle trimballait partout depuis des mois comme un talisman. On va dire au revoir à cette dame, pour de vrai cette fois. Elle ouvrit le journal à la dernière page, celle avec les excuses tremblantes, et la lut à voix haute, puis elle referma le cahier et le déposa délicatement sur la tombe. « Margot, je ne sais pas si je te pardonne. Peut-être que je ne pourrai jamais, mais je ne veux plus te haïr. Tu as été ma mère pendant 22 ans, une mère criminelle, menteuse, égoïste, mais aussi aimante, dévouée, courageuse. Tu étais les deux, et moi aussi je suis les deux. Lucie et Camille, tes filles à tous les deux. » Elle se tourna vers François. « Papa ?» C'était la première fois qu'elle prononçait ce mot. François sentit son cœur exploser dans sa poitrine. « Aide-moi à me relever. On rentre à la maison. » François lui tendit la main. Lucie la prit. Ensemble, ils se relevèrent de la boue. Hélène leur tendit le parapluie. Émilie sautillait entre eux, tenant leurs mains. Et les quatre, une famille recomposée, brisée, recollée, imparfaite mais réelle, quittèrent le cimetière sous la pluie de novembre. Derrière eux, sur la tombe, le journal de Margot se gorgeait lentement d'eau, l'encre commençant à se dissoudre. Le passé restait au passé. L'avenir, enfin, pouvait commencer. 6 mois après le cimetière, la vie avait trouvé un rythme. Pas parfait, jamais parfait, mais stable, viable. Lucie venait dîner à la propriété Delcourt tous les mercredis soirs. C'était devenu un rituel sacré. Hélène préparait des plats simples, rien de trop sophistiqué qui aurait pu mettre Lucie mal à l'aise. Et ils mangeaient ensemble autour de la grande table de la salle à manger. Les conversations coulaient plus naturellement maintenant. Émilie racontait ses aventures d'écolière avec un enthousiasme débordant. Hélène parlait de ses journées à l'hôpital, des cas intéressants sans violer le secret médical. François écoutait plus qu'il ne parlait, savourant simplement la présence de ses 2 filles. Et Lucie commençait à parler de ses propres projets, sans craindre d'être jugée ou de décevoir. « J'ai postulé pour un stage en pédiatrie », annonça-t-elle un mercredi de mai, à l'hôpital Édouard Herriot. « Si je suis acceptée, je commencerai en septembre. » Hélène sourit largement. « C'est là où je travaille. On pourrait déjeuner ensemble parfois. J'aimerais beaucoup ça. » François leva son verre d'eau. « À ton stage, tu vas l'avoir. J'en suis sûre. Tu ne peux pas en être sûre. » le taquina Lucie. « Si, parce que tu es brillante et déterminée. » Lucie rougit légèrement. Elle n'avait jamais été à l'aise avec les compliments. Mais elle apprenait à les accepter. Émilie leva son verre de jus d'orange. « Moi aussi je veux porter un toast, à Camille qui est la meilleure grande sœur du monde. » Ils trinquèrent tous les 4, et pour la première fois depuis longtemps, Lucie se sentit vraiment à sa place. Le mois suivant apporta une autre étape importante. Lucie devait passer son examen de fin d'année en soins infirmiers. L'examen pratique était particulièrement stressant, et elle avait passé des semaines à réviser jusqu'à l'épuisement. La veille de l'examen, François l'appela. « Comment tu te sens ?»« Terrifiée. J'ai l'impression d'avoir oublié tout ce que j'ai appris. Tu veux qu'on révise ensemble ? Je ne connais rien aux soins infirmiers, mais je peux t'écouter réciter tes cours. »
Lucie hésita. Elle avait toujours tout fait seule. Accepter de l'aide restait difficile. D'accord, merci. 1 heure plus tard, François était dans le petit appartement de Lucie. C'était la première fois qu'il y venait. L'endroit était minuscule, modeste, mais impeccablement rangé. Des livres de cours s'empilaient partout. Un poster anatomique était scotché au mur. « C'est cosy », dit-il sincèrement. « C'est un trou à rat », corrigea Lucie avec un sourire. « Mais c'est mon trou à rat ». Ils s'installèrent à la petite table de la cuisine. Lucie récita ses protocoles de soins, expliqua les procédures d'urgence, décrivit les différentes pathologies. François écoutait attentivement, posant des questions quand quelque chose n'était pas clair. Vers minuit, Lucie bâilla. « Je crois que je vais arrêter là. Mon cerveau refuse d'absorber plus d'informations. Tu vas tout déchirer demain, j'en suis certain. » Lucie le regarda intensément. « Pourquoi tu crois tellement en moi ? Parce que je te connais. Tu es la fille qui a survécu à un kidnapping, qui a été élevée dans la pauvreté, mais n'a jamais abandonné, qui travaille 2 boulots tout en étudiant. Tu es une battante. Un petit examen ne fait pas le poids face à ça. » Les yeux de Lucie se remplirent de larmes. Margot ne me disait jamais ce genre de choses. Elle pensait que les compliments rendaient un faible. Margot avait tort. Les compliments rendent fort quand ils sont mérités. Et les tiens le sont. François se leva pour partir, mais Lucie l'arrêta. « Papa !» Il se figea. Elle l'appelait ainsi de plus en plus souvent maintenant. Mais ça le touchait à chaque fois. « Oui, merci pour tout, pour avoir respecté mon rythme, pour ne pas avoir abandonné même quand je te repoussais. C'est normal, c'est mon travail de père. Tu fais du bon travail. » François sourit, les yeux brillants. « Toi aussi, tu fais du bon travail de fille. » Lucie réussit son examen haut la main. Quand les résultats tombèrent, elle appela immédiatement François. « J'ai eu 18 sur 20. Je le savais, je suis tellement fière de toi. Je veux fêter ça tous ensemble, toi, Hélène, Émilie. On pourrait aller au restaurant. » Mon invitation. Tu n'as pas besoin de payer, Lucie. Je sais, mais je veux le faire, s'il te plaît. François comprit. C'était important pour elle d'offrir, de prouver qu'elle pouvait contribuer. D'accord, on choisit un endroit ensemble. Ils finirent par opter pour un bistrot familial du Vieux-Lyon. Rien de trop chic, mais chaleureux et accueillant. Ils dînèrent en riant, en se taquinant, en se racontant des anecdotes. Émilie renversa son verre de grenadine sur la nappe, déclenchant un fou rire général. Pour quelqu'un qui les aurait observés de l'extérieur, ils auraient ressemblé à une famille normale, une famille heureuse. Et d'une certaine manière, c'était exactement ce qu'ils étaient en train de devenir. En juillet, François fit quelque chose qu'il redoutait depuis des mois. Il proposa à Lucie de faire une thérapie familiale ensemble. On a tous les deux nos thérapeutes individuels, mais je pense qu'on pourrait bénéficier de séances ensemble aussi, pour parler de ce qui s'est passé, pour construire notre relation sur des bases plus solides. Lucie avait accepté, non sans appréhension. La première séance fut brutale. Le thérapeute, un homme d'une 60aine d'années au regard bienveillant, les encouragea à exprimer leurs ressentiments, leurs peurs, leurs attentes. « François, » dit le thérapeute, « qu'attendez-vous de cette relation avec Lucie ?» François prit son temps pour répondre. « Je veux apprendre à la connaître, la vraie Lucie. Pas la Camille idéalisée que j'ai fantasmée pendant 20 ans. Je veux être son père, mais je ne sais pas comment on est père d'une adulte qu'on découvre. Et vous, Lucie, qu'attendez-vous de François ? Je veux qu'il arrête de se sentir coupable, qu'il arrête de s'excuser pour quelque chose qu'il n'a pas fait. Je veux qu'il me voie comme je suis, pas comme une victime à sauver. Pourquoi pensez-vous qu'il vous voit comme une victime ? Parce qu'il fait tout pour me protéger. Il propose toujours de m'aider financièrement. Il s'inquiète si je ne réponds pas à ses messages dans l'heure. C'est gentil. Mais parfois c'est étouffant. François accusa le coup. Je ne savais pas que tu ressentais ça. Parce que je ne voulais pas te blesser. Tu as déjà tellement souffert. Mais toi aussi, ton souffrance compte autant que la mienne. Le thérapeute intervint doucement. Il me semble que vous essayez tous les deux de vous protéger mutuellement. Mais une relation saine nécessite de l'honnêteté. Même quand ça fait mal. Les séances suivantes furent plus faciles. Ils apprirent à exprimer leurs besoins sans culpabilité. François apprit à donner de l'espace à Lucie. Lucie apprit à accepter l'aide sans y voir de la pitié. Leur relation se solidifiait, pierre par pierre, conversation par conversation. En septembre, Lucie commença son stage en pédiatrie. Le premier jour, nerveuse,
Elle croisa Hélène dans le couloir de l'hôpital. « Comment tu te sens ?» demanda Hélène. « Comme si j'allais vomir. » Hélène rit. « Normal pour le premier jour. Ça va passer. Tu vas être formidable. Comment tu peux en être si sûre ? Parce que tu as survécu à bien pire qu'un stage hospitalier. » C'était devenu la phrase fétiche de la famille Delcourt. Tu as survécu à bien pire. Un rappel constant de sa force, de sa résilience. Le stage se passa mieux que prévu. Lucie découvrit qu'elle adorait travailler avec les enfants malades. Leur innocence, leur courage face à la maladie, la touchaient profondément. Elle se spécialisa dans les cas difficiles. Les enfants en situation familiale compliquée. « Je crois que je comprends ces enfants », confia-t-elle un soir à François. Ceux dont les familles sont brisées. Ceux qui ne savent plus où est leur place. Je suis passée par là. Et maintenant, tu peux les aider à passer à travers. Oui, ça donne un sens à tout ce qui m'est arrivé. Pour Noël, la première vraie fête de famille depuis la révélation, François proposa quelque chose d'inhabituel. Je veux qu'on mette des photos de tout le monde dans le salon. Claire, Margot, nous tous. Toute l'histoire, sans censure. Hélène fut surprise. Tu es sûre ? Ça ne va pas être douloureux pour toi, de voir Margot chaque jour. Si, mais c'est la réalité. Margot fait partie de l'histoire de Lucie. Je ne veux plus faire comme si elle n'avait jamais existé. Lucie, quand elle apprit le projet, fut profondément touchée. Tu ferais vraiment ça ? Oui, tu es ma fille. Mais tu es aussi la fille de Margot. Les deux font partie de toi, le soir de Noël. Ils accrochèrent ensemble les cadres, Claire tenant Camille bébé, Margot et Lucie lors d'un pique-nique, François et Lucie aujourd'hui, Hélène, François, Émilie et Lucie. La famille au complet, un collage d'histoires brisées et recollées, imparfait, compliqué, mais réel. Émilie contempla le mur avec satisfaction. C'est beau, on est tous ensemble maintenant. Et elle avait raison. Ils étaient tous ensemble. Pas une famille parfaite, mais une famille qui essayait, et parfois, c'était suffisant. 2 ans après le test ADN qui avait bouleversé leur vie, la famille Delcourt célébrait l'anniversaire de Lucie à la propriété, 24 ans. Un âge qui marquait symboliquement son passage définitif à l'âge adulte, une adulte qui savait enfin qui elle était vraiment. La table de la salle à manger croulait sous les plats. Hélène avait préparé le repas préféré de Lucie, un gigot d'agneau avec gratin dauphinois, suivi d'une tarte tatin maison. Des bougies illuminèrent la pièce, créant une atmosphère chaleureuse et intime. Émilie, maintenant âgée de 8 ans, tournait autour de la table avec l'excitation d'un chiot. Camille, tu vas adorer mon cadeau. Je l'ai fait toute seule à l'école. Je suis sûre que c'est magnifique. Ma puce. Lucie portait une robe simple mais élégante, achetée avec son premier salaire d'infirmière diplômée. Elle avait obtenu son diplôme 2 mois plus tôt. Major de sa promotion, et travaillait maintenant à temps plein en pédiatrie à Édouard Herriot, et à son annulaire droit brillait la bague de saphir. Elle l'avait remise 6 mois auparavant, lors d'une visite solitaire au cimetière de Loyasse, devant la tombe de Claire cette fois, pas celle de Margot. Elle avait expliqué à cette mère qu'elle n'avait jamais connu pourquoi elle méritait de porter ce bijou. Je suis les deux, Claire, ta fille, et celle de Margot. Cette bague a traversé tant de douleurs, tant de mensonges. Mais elle symbolise aussi l'amour. Ton amour pour François, l'amour tordu de Margot pour moi, l'amour de François qui n'a jamais abandonné. Je vais la porter, pas comme un fardeau, mais comme une promesse que l'amour survit à tout. Maintenant, assise à cette table entourée de sa famille, elle touchait machinalement la bague, ce geste devenu réflexe dans les moments d'émotion. François se leva, un verre de champagne à la main. Je voudrais porter un toast. Tout le monde se tut, même Émilie qui se figea au milieu d'un pas de danse. Il y a 2 ans, un miracle s'est produit dans un restaurant de Lyon. J'ai retrouvé ma fille que je croyais perdue à jamais, mais j'ai découvert quelque chose que je n'attendais pas. Je n'ai pas retrouvé la petite Camille de 4 ans. J'ai rencontré Lucie, une jeune femme extraordinaire, courageuse, résiliente, qui a survécu à l'impensable et en est ressortie plus forte. Sa voix se brisa légèrement. Ces 2 années n'ont pas été faciles. On a pleuré, on s'est perdu, on a douté. Mais tu es là, Lucie. Tu es vivante, tu es brillante. Et tu es ma fille. Je suis plus fière de toi que tu ne pourras jamais l'imaginer. Lucie sentit les larmes monter. Hélène prit sa main et la serra doucement.
Alors je lève mon verre à Lucie Camille Delcourt, à ton passé qui t'a forgé, à ton présent que tu construis, et à ton avenir qui sera ce que tu décideras qu'il soit. Ils trinquèrent tous, même Émilie avec son verre de jus d'orange. « À Camille !» cria la petite fille. Après le dîner, vint le moment des cadeaux. Émilie présenta fièrement un dessin encadré représentant leur famille au complet. 4 silhouettes souriantes, sous un soleil jaune, avec 2 figures ailées dans le ciel. C'est l'ange Claire et l'ange Margot, expliqua-t-elle sérieusement. Maman Hélène dit qu'elle veille sur nous depuis le ciel. Lucie serra le cadre contre son cœur. Incapable de parler tant l'émotion la submergeait, Hélène offrit un stéthoscope gravé avec ses initiales, LCD, infirmière pédiatrique, pour que tu te souviennes que tu n'es plus étudiante, tu es professionnelle maintenant. Merci Hélène. Pour tout, pas juste pour le cadeau, je sais, moi aussi. Puis François se leva et sortit une petite boîte de velours noir de sa poche. Lucie fronça les sourcils. Papa, on avait dit pas de cadeau trop cher. Ce n'est pas cher, enfin, pas en argent. Ouvre. Lucie ouvrit la boîte avec précaution. À l'intérieur, un album photo artisanal, pas un album acheté en magasin, mais un livre fait main, relié en cuir, avec des pages épaisses. Elle l'ouvrit. La première page montrait une photo de Claire enceinte. La main sur son ventre arrondi, en dessous, une écriture élégante. Le commencement, mars 2002. Les pages suivantes racontaient toute l'histoire. Camille bébé, Camille enfant, puis un trou noir de 18 ans avec une seule page. Année perdue, 2003-2021. Et ensuite, Lucie, des photos que François avait collectées au cours des 2 dernières années. Lucie diplômée, Lucie riant avec Émilie, Lucie et Hélène prenant un café, Lucie et François côte à côte lors d'une visite au cimetière, et sur la dernière page, une photo prise le mois dernier, toute la famille réunie dans le jardin de la propriété, souriant, vivant, ensemble. La légende disait simplement « Notre famille, imparfaite, complète ». Lucie referma l'album, pleurant ouvertement maintenant. « C'est le plus beau cadeau que j'ai jamais reçu. » François l'embrassa sur le front. « Tu mérites tous les plus beaux cadeaux du monde. » Après le dessert, alors qu'Émilie était montée se coucher, les 3 adultes restèrent au salon, sirotant du thé, savourant ce moment de paix. « J'ai quelque chose à vous dire. » Annonça soudainement Lucie. François et Hélène échangèrent un regard inquiet. « Quoi ? Je vais déménager. » Le cœur de François se serra. « Tu pars de Lyon ? » ?»« Non, non, je reste. Mais je quitte mon appartement. Je vais emménager dans un 2 pièces plus grand. Dans le 5e arrondissement, plus proche de l'hôpital. C'est une excellente nouvelle, dit Hélène, soulagée. Et j'ai accepté une demande en mariage. Le silence tomba comme une pierre. « Quoi ?» s'exclama François. Lucie éclata de rire devant leur tête. « Je plaisante. Il n'y a personne. Désolée, je ne pouvais pas résister. » François porta une main à son cœur. « Tu vas me tuer avec tes blagues. Mais sérieusement, je voulais vous demander quelque chose. Pour le déménagement, est-ce que vous voudriez m'aider, tous ensemble, faire ça en famille ?» François sentit sa gorge se serrer. C'était la première fois que Lucie demandait explicitement leur aide, leur présence. Bien sûr, on sera tous là, même Émilie qui cassera probablement quelque chose. Parfait. C'est dans 2 semaines. Ils continuèrent à discuter des détails, mais François observait sa fille avec une tendresse infinie. Elle était si différente de la jeune femme brisée et terrifiée qu'il avait rencontrée il y a 2 ans. Elle souriait plus facilement. Elle parlait de l'avenir avec confiance. Elle s'était reconstruite. Non, ils s'étaient reconstruits. Ensemble. Minuit approchait, quand quelqu'un frappa à la porte. François fronça les sourcils. « Qui peut venir à cette heure ?» Hélène alla ouvrir. Un livreur se tenait sur le seuil, tenant une grande enveloppe, livraison express pour mademoiselle Lucie Delcourt. Lucie se leva, perplexe. Elle signa le reçu et prit l'enveloppe. Son nom était écrit en lettres capitales à l'encre noire. « C'est bizarre. Je n'attends rien. » Elle ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur, une photo ancienne et jaunie. Elle la retourna et son sang se glaça. La photo montrait Margot, clairement enceinte, le ventre arrondi sous une robe d'été.
Elle se tenait devant un petit appartement, une main protectrice sur son ventre. La photo était datée au dos, janvier 2003, 6 mois avant l'enlèvement de Camille en avril. Le cœur de Lucie battait à tout rompre. Elle retourna la photo, au dos, griffonnée d'une écriture tremblante qu'elle ne reconnaissait pas. Elle n'est pas fille unique. Pardonne-moi. François se leva d'un bond. Qu'est-ce que c'est? Lucie lui tendit la photo, incapable de parler. François la regarda, puis lut l'inscription. Son visage devint livide. Non, ce n'est pas possible. Hélène s'approcha, lut par-dessus son épaule. Margot était enceinte. 6 mois avant de kidnapper Camille, murmura François. Si elle a mené la grossesse à terme, j'aurai un frère ou une sœur, termina Lucie, la voix blanche. Ils se regardèrent tous les trois, le choc paralysant toute pensée rationnelle. Émilie apparut en haut de l'escalier, réveillée par les voix. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous criez? Lucie se tourna vers la petite fille, puis vers François et Hélène. Elle regarda la photo encore une fois, le poids de cette nouvelle révélation écrasant, puis elle posa la photo sur la table, prit une profonde inspiration et marcha vers François. Elle prit sa main. Peu importe ce qu'on découvre, peu importe combien de secrets Margot a encore enterrés, on va affronter ça ensemble, d'accord? François serra sa main, les yeux brillants. Ensemble, toujours. Émilie descendit l'escalier en courant et se jeta entre eux. C'est quoi cette photo? Lucie regarda la petite fille, puis son père, puis Hélène qui s'était approchée pour former un cercle familial. C'est une nouvelle aventure, ma puce. Et on va la vivre tous ensemble. La bague de saphir attrapa la lumière des bougies, brillant d'un éclat bleu profond, un témoin silencieux de toutes les tempêtes traversées, un symbole d'amour qui avait survécu à la trahison, au mensonge, à la mort. Et maintenant, un phare pour guider cette famille à travers les mystères qui restaient à découvrir. Dehors, le ciel étoilé de Lyon veillait sur la propriété Delcourt. Une famille recomposée, brisée et recollée, se tenait prête à affronter une nouvelle vérité. Ensemble, parce que c'était ça finalement, le vrai miracle. Pas d'avoir survécu, mais d'avoir appris à aimer malgré tout.